Sommaire de cette édition, l'état des lieux des infrastructures hôtelières en Guinée. Celles qui sont en construction seront bientôt achevées. Les techniciens parlent d'un niveau de réalisation autour de 75%. Protection de l'environnement, l'UNESCO cible la préfecture de Kindia pour une campagne. Et puis les images que vous voyez tout à l'heure, c'est la quinzaine artistique. L'événement a lieu également à Zérékoré. Voilà pour les titres. Bonsoir. Pas de repos pour le président Alpha Condé après son séjour à Dubaï. Il est attendu demain à Koléa pour le lancement des travaux de construction d'un complexe hôtelier. Il doit ensuite se rendre dans la préfecture de Mali en plein cœur du Fouta Djallon. La venue du chef de l'État dans cette localité principalement agro-pastorale suscite beaucoup d'engouement. Sur le terrain, les populations sont impatientes. Ibrahim Keita. Alors toute la population de Mali mobilisée est franchement prête à recevoir son président de la République. C'est un honneur, une grande fierté. Nous souhaitons qu'il arrive dans de bonnes conditions et que la mission soit bien accomplie et qu'il se retourne dans de très bonnes conditions. On a la joie, on est très content de sa venue à Mali. Depuis qu'il s'est annoncé, on était vraiment content. On ne croyait pas qu'il allait venir parce qu'il y a longtemps qu'on a parlé qu'il vient, mais ça ne va pas être réalisé. Maintenant, aujourd'hui que c'est réalisé, on vous voit tous là, on sait que vraiment il va venir. On est réconforté. On est très content de lui. Les actes qu'il va poser depuis qu'il est au pouvoir, nous on le voit. Et à Mali, ici, on le voit ailleurs. Partout où il va, moi je le suis très bien, de pas à pas. Ce qu'il a fait à l'intérieur, tout ce qu'il a fait à l'intérieur, je connais. Et tout ce qu'il est en train de faire à l'extérieur, toutes les rencontres qu'il fait là-bas, j'ai ma radio, j'ai ma télévision, je le suis de près. Donc je suis très content de lui d'abord, ensuite je suis très content de ce qu'il est en train de faire. C'est un plaisir pour nous de le recevoir. Nous l'attendons et nous nous préparons en conséquence. Je crois que tout le monde de la population, tout le monde est informé qu'il viendra. Et nous sommes joyeux, très joyeux de le recevoir ici, à Mali. Et puis ce communiqué DDG pour informer son aimable clientèle du Fouta que pour cause de travaux de réhabilitation des protections de la ligne haute tension Garafiri-Mamou, la fourniture de l'électricité sera perturbée du mercredi 2 au dimanche 6 septembre 2015 de 8h à 18h. Cette perturbation affectera les zones du système interconnecté au Fouta et plus précisément Mamou. La direction générale invite les populations des zones concernées à toujours considérer les installations comme sous tension afin d'éviter des accidents. La direction générale DDG s'excuse d'avance pour les désagréments éventuels et sait compter sur votre bonne compréhension habituelle. La Guinée est en plein chantier en matière d'infrastructures hôtelières. Certains complexes sont presque en phase de finition. En tout cas, tous les travaux de gros œuvres sont terminés. Sur l'ensemble des hôtels en construction, on estime les travaux à 75%. Les autorités du ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie se disent satisfaites. Aziz Baldé. La visite de terrain commence à quitter par l'hôtel Sheraton. Un hôtel 5 étoiles de 282 chambres avec sa salle de conférence de 800 places. Ce chantier est aujourd'hui avancé. La journée d'aujourd'hui est une journée unique. Et puisque nous-mêmes qui travaillons au ministère du Tourisme, nous n'avons pas toujours l'opportunité de descendre sur le terrain pour voir un peu les résultats de notre action. Je crois que je suis très comblé et satisfait donc, de ce que j'ai vu aujourd'hui. Tant au niveau des réalisations que de la performance des sociétés, donc, qui sont sur le terrain. De Kipé, direction Koléa. Sur cette place est prévu un hôtel 4 étoiles de 140 chambres. Les travaux seront lancés ce vendredi par le chef de l'État. La société contractante promet un bel ouvrage. Plus loin, au cœur du quartier administratif et économique de la capitale, l'hôtel Kaloum. Le plus grand hôtel du pays avec ses 300 chambres. Très rassuré, le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme poursuit son marathon à l'hôtel Niger, également en forte progression. L'hôtel Moum est la dernière étape de cette tournée. Situé au bord de la mer, cet autre futur fleuron du tourisme guinéen est à plus de 75% d'exécution.
On arrive dans les travaux de finition, c'est-à-dire la plomberie, le câblage, l'électricité, le Wi-Fi, l'Internet. Tout ça, ce sont des travaux qui sont minutieux, qui sont assez lents, surtout parce qu'il ne faut pas se tromper. L'électricité, la plomberie, ce sont des choses très importantes dans l'hôtel. Le constat, c'est qu'il faut encourager d'abord les hôteliers, il faut leur dire merci. Parce que les premiers tours que nous avons eu à faire, d'abord cet hôtel n'avait pas commencé. Et les hôtels qui avaient commencé n'étaient pas à ce stade. Mais aujourd'hui, avec la rapidité en laquelle ces investisseurs se sont attelés, et mieux, ce qu'il faut aussi souligner et les remercier, c'est que malgré il y a eu Ebola en Guinée, mais ils n'ont jamais baissé les bras, ils n'ont pas arrêté les travaux, ils ont continué. Les 5 hôtels en construction à Conakry font partie des grands chantiers de la Troisième République. Le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme promet de renforcer le contrôle pour le respect de clauses de contrat de réalisation de ces infrastructures. Une mission de la République islamique d'Iran a été reçue par le Premier ministre guinéen. Les entretiens ont porté sur le renforcement de l'axe Conakry-Téhéran. Il a surtout été question de trouver de nouvelles pistes de coopération. Ousmane Bangora. Iranienne séjournant en Guinée. Objectif, explorer et diversifier de nouveaux domaines. C'est l'objet de discussions d'ailleurs entre le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana et Hussein Molla Abdullahi, directeur général du département Afrique au ministère des Affaires étrangères iraniennes. Jusqu'à maintenant, il y a plusieurs accords qui ont été signés pour la coopération entre nos deux pays. Certains sont exécutés, certains sont en train de réaliser. Et nous essayons d'identifier de nouveaux domaines de coopération entre nos deux pays. Les relations diplomatiques entre nos deux pays sont très fortes, un niveau très bon, et nous essayons de profiter de cette relation pour relancer et diversifier nos coopérations dans différents domaines économiques entre les deux pays. Le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana a salué le soutien du gouvernement iranien pendant la crise sanitaire en Guinée. Ce nouvel engagement de relance des grands accords devrait donc permettre aux deux pays de renforcer le transfert des expériences dans le domaine minier, surtout. Direction les États-Unis avec la poursuite de la conférence mondiale des présidents de parlement. La Guinée prend part à ces travaux. L'honorable Claude Korikondiano était à la tribune pour décrire les avancées réalisées par Conakry en matière de bonne gouvernance. Le point avec notre correspondante basée à New York, Fatoumata Samora. Sont convoqués tous les 5 ans par l'Union interparlementaire. Ces assises réunissent autour d'une table les présidents d'Assemblée nationale du monde entier. La nouveauté de cette 4e édition, mettre la démocratie au service du développement durable. Face au défi de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, les Nations Unies se fixent de nouveaux objectifs liés cette fois au développement durable, ODD. Pour leur atteinte, l'implication des parlementaires est souhaitée. Et ce que lui attend des parlements nationaux, c'est que les parlements intègrent et font en sorte que leur exécutif intègre les 17 objectifs globaux au sein des programmes budgétaires et qu'à l'Assemblée, les parlementaires puissent privilégier les différentes cibles, chacun selon la réalité de son pays. À New York, pour apporter la contribution de la Guinée à la conférence mondiale des parlementaires, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de la pertinence des questions débattues. Le gouvernement guinéen a fait du respect de la Constitution une priorité pour les citoyens et tous les partis politiques. Les autorités ont encouragé la création des mouvements citoyens avec l'élargissement et le renforcement des capacités de la société civile. Pour un monde juste, équitable et apaisé, où le développement durable serait au rendez-vous, l'implication collective doit être de mise. Un impératif bien compris par l'Union interparlementaire. Comment mettre en œuvre un processus électoral? Les assistants techniques de la CENI sont en formation. Ils renforcent leur savoir sur la prévention des conflits électoraux. Le programme est financé et mis en œuvre par l'Union européenne. Saïdou Diallo. De
formation a porté essentiellement sur comment bâtir des ressources en démocratie. Il a été dispensé aux assistants techniques de la CENI pour davantage renforcer leurs capacités en vue d'une meilleure gestion des activités du cycle électoral. C'est un module qui permet pendant 5 jours à des assistants techniques comme ceux qu'on a vus ici, de pouvoir s'enrichir et se former sur comment mettre en œuvre un processus électoral et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il y ait justement une prévention des conflits électoraux. La tâche revient à ces assistants techniques pour mettre en pratique la formation qu'ils ont suivie ici pour que nos démembrements aient un appui très sérieux à partir de cette formation. Et au cours des 5 jours qu'a pris cet atelier, plusieurs thèmes portant sur les normes internationales Bridge, notamment le cadre de transparence, la sécurisation du vote, la remontée des données et le règlement des contentieux ont été largement abordés. Les assistants des démembrements qui viennent de bénéficier de cette formation, je leur demande de bien vouloir garder la mémoire fraîche afin qu'ils puissent aborder cette dernière phase avec nos démembrements qui va leur permettre de maîtriser le processus électoral. Ces assistants, au nombre de 38, auront désormais pour tâche d'appuyer les différents démembrements à travers tout le pays. Toute chose qui concourt à qualifier le processus en cours. La présidentielle, justement, Amnesty International appelle les forces de sécurité de Guinée à faire preuve de retenue. L'institution estime que les forces de l'ordre doivent être des barrières de protection pour et non contre les citoyens. Marie-Angélique Bangora. À l'approche de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, une mission d'Amnesty International est en Guinée. Au cours de cette rencontre avec la presse, la mission a exposé sur le respect des droits humains et le rôle des forces de sécurité durant la période électorale. Il est important maintenant que des actions soient prises pour assurer que les gens aient un droit à la réunion pacifique à l'approche des élections. Cette institution des Nations Unies lutte pour le respect des droits humains. Pour une élection réussie en Guinée, Amnesty International invite les autorités, les candidats et les forces de sécurité à créer les conditions propices à la libre participation de chaque citoyen au processus électoral. Il y a des mesures qui ont été prises, des mesures législatives par le gouvernement de Guinée qui ont permis un progrès, mais nous estimons quand même que ces lois comportent des lacunes et à court terme. À long terme, quand un nouveau gouvernement sera là, il faut que des mesures législatives très fortes permettent la protection de ces libertés fondamentales dans la durée. A rappeler que le 3 septembre dernier, Amnesty International a publié un rapport qui décrit le processus électoral en Guinée. Il y a eu plus de peur que de mal. Le ministre de la Communication, victime d'un accident de route, entame déjà sa phase de convalescence. Il est certes toujours alité, mais il va beaucoup mieux. Abidjan. Mais le moral haut. Le ministre de la Communication a la vie sauve suite à un accident de la route d'une rare violence. Dans ces produits sur la nationale Bofa-Boké, la voiture est endommagée, mais aucune perte en vie humaine. Le ministre Makanera est le passager le plus affecté par l'accident. C'est à 15 km après Bofa que le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule. Le véhicule s'est renversé, nous avons fait 2 fois le tonneau. Un jour après les premiers soins, le ministre prend force. Le corps médical est rassurant sur son cas. Donc, le véhicule a juste fait un tonneau et monsieur le ministre n'a pas eu de lésions dramatiques. Donc nous rassurons le peuple, le Guinée, que son excellence va très bien. Il a juste la douleur, puisque c'est un état traumatique. Donc la douleur va persister pendant quelques jours et nous comptons probablement le libérer en fin de semaine. Épuisé par le choc, le ministre de la Communication aura droit à un petit repos de quelques jours. Afrique du Sud, des journalistes africains planchent sur l'impact de la presse sur les activités politiques et sociales. Cette conférence se propose de démontrer que les médias sont d'un grand apport dans le développement des villes. La Guinée prend part à ces travaux. Makali Souma. Au
Total, 450 journalistes, analystes, chroniqueurs et éditorialistes à être à Grahamstown au compte de cette 19e réunion annuelle des journalistes africains. Les médias sont essentiels, ce sont même les porte-voix des opinions. Mais la non-connaissance de la réalité des villes et surtout de leur gestion conduit souvent aux mésententes. D'où le choix cette année du thème « Journalisme et ville ». Pour que l'eau coule au robinet chaque jour à Conakry, il faut qu'on l'ait planifié 20 ans auparavant. Or, quand il n'y a pas d'eau, les gens disent mais il faut mettre de l'eau tout de suite. Eh bien, on veut faire comprendre aux médias que la planification urbaine fait partie des choses les plus concrètes qu'on puisse faire, alors qu'elle ne se traduit pas instantanément dans les projets concrets. Depuis la première conférence du Highway africain en 1997, cette réunion a grandi pour devenir la plus grande réunion annuelle des journalistes africains dans le monde. Le groupe MTN est l'un des sponsors de cet événement où des projets durables comme l'avenir des journalistes dans le monde médiatique est discuté. Là, ils ont un espace pour s'exprimer et expliquer tout ce qui va ou ne va pas et tout ce qui pourrait amener du changement. C'est donc au campus Road University de Grahamstown que se tient la conférence Highway Africa en prélude du sommet Africité qui doit se tenir au mois de novembre à Johannesburg et dont le but est de faire comprendre l'intérêt de décentraliser la gouvernance et l'intérêt de compter plus sur les communautés locales pour envisager de développer le continent africain. Des marins guinéens, on n'en connaît pas beaucoup. Cependant, ce soir, nous allons vous présenter 5 de nos frères qui font carrière dans cette filière. Bientôt, il y en aura d'autres, puisque le gouvernement a décidé de former des marins pour des navires battant pavillon guinéen. Ansoumane Toumani Camara. Nous allons revenir sur ce communiqué bien avant ce reportage. La direction générale de la Société Électricité de Guinée EDG informe son aimable clientèle de Fouta que pour cause de travaux de réhabilitation des protections de la ligne haute tension Garafiri-Mamou, la fourniture de l'électricité sera perturbée du mercredi 2 au dimanche 6 septembre 2015 de 8h à 18h. Cette perturbation affectera les zones du système interconnecté au Fouta et plus précisément Mamou. La direction générale invite les populations des zones concernées à toujours considérer les installations comme sous tension afin d'éviter les accidents. La direction générale de EDG s'excuse d'avance pour les désagréments éventuels et sait compter sur votre compréhension habituelle. Nous allons revenir sur cet élément des marins guinéens. On n'en connaît pas beaucoup. Cependant, nous allons vous présenter ce soir 5 de nos frères qui font carrière dans cette filière. Bientôt, il y en aura d'autres puisque le gouvernement a décidé de former des marins pour des navires battant pavillon guinéen. Ansoumane Toumani Camara. Devant le comité paritaire composé du syndicat des marins de Guinée, du ministère des Transports, 5 marins guinéens signent leur contrat d'engagement comme membres d'équipage de ce cargo battant pavillon guinéen et appartenant à la société Yoliba Pêche. C'est le premier navire du pays à embaucher des nationaux dans son équipage. Ces marins-là doivent envoyer l'argent là en Guinée, ils ne vont pas à l'extérieur, ils sont mélangés, des marins proportionnels. Ils sont avec des Philippiens et des Ghanéens. Donc là, pourquoi je suis content? Parce que le monsieur qui est allé chercher ce marché-là, c'est un patriote. Depuis l'arrivée de monsieur le président de la République, monsieur le professeur Alpha Condé, je vois qu'il y a beaucoup de changements. Le comportement de quelques-uns de nos armateurs commence à être vraiment salutaire. Réduire donc le chômage dans le secteur du transport maritime et respecter le code de la marine marchande sont 2 engagements qui donnent désormais l'opportunité aux marins guinéens de mettre leur expertise au service du pays. Je travaille à Dakar. Bon, je suis venu ici, j'ai fait 5 ans presque. Je n'ai pas travaillé ici. Bon, ici c'était difficile. Parce que quand les navires viennent ici, les gens prenaient ses parents comme ça, n'importe quoi. Sauf lui seul, le directeur de ce navire-là, qui a commencé à prendre les Guinéens. Donc si toutefois, nous on peut avoir beaucoup d'armateurs comme ça, ce serait bon pour nous aussi en Guinée ici. Notre motivation, c'est une motivation d'accompagnement de la politique du professeur Alpha Condé.
dans le domaine de la pêche. Et pour une absorption facile des marins sur le marché de l'emploi, la société Gueliba Pêche a aussi élaboré un programme de stage pratique pour les diplômés et les apprenants de la marine. Nimba et ses nombreuses ressources minières, la zone est classée, vous le savez, réserve mondiale. Alors comment concilier l'exploitation des richesses de la zone à la protection des espèces qui y vivent? La ministre de l'Environnement et son équipe sont sur le site pour évaluer les normes prises pour protéger la réserve de biosphère. Un compte rendu de Mamadou Alpha Baldé. À l'horizon, les monts Nemba. Avec une superficie de 145 200 hectares, le site est classé réserve mondiale de biosphère et compte 82% des espèces animales du pays, dont les rares crapauds géants ou encore les chimpanzés de Bossou. Riches en minerais de fer, les monts Nemba attirent des sociétés minières comme la SMFG. Pour s'assurer du respect des normes environnementales pendant l'exploitation du site, une délégation du département de l'environnement vient s'enquérir des normes prises par la société. We've put in a lot of control structures. Première mesure, c'est de faire le travail qu'on fait le plus petit possible. Deuxième chose, on a mis beaucoup de systèmes de filtrage en place, que les sédiments là, ça ne descend pas de la montagne. Donc la troisième, on fait beaucoup de maintenance sur la montagne, qu'on assure qu'on nettoie ce système et on fait la maintenance là-dessus. Donc on met en place aussi le parafeu, que le feu qui commence ailleurs, ça ne rentre pas sur la montagne. Donc finalement, les gens qui travaillent sur la montagne sont très bien formés. S'ils montent sur la montagne, il n'y a pas de déchets qui restent ici. Donc on espère faire le standard le plus élevé dans le monde. Une visite guidée a permis à la mission de toucher du doigt les réalités du terrain. Une montée de 14 km s'engage de la station de traitement d'eau en passant par les opérations de forage en cours. Tout est visité. Puis nous voici au bassin 3, signal du capitaine Saint-Péret à 1664 mètres d'altitude. Le point le plus élevé du mont est à 1751 mètres. La Société des mines de fer de Guinée a pris beaucoup de dispositions. Il y a des études très sérieuses qui sont menées et également il y a eu aussi un projet de conservation de la diversité biologique financé par le Fonds pour l'environnement mondial qui est parvenu aussi à des résultats très importants. Je pense que c'est pourquoi j'aime le dire que les monts Nimba, l'exploitation des monts Nimba en matière de fer représentera une grande expérience pour le monde entier. Et c'est pourquoi les efforts doivent être fournis pour que cette conciliation, protection de l'environnement et l'exploitation rationnelle des ressources minières se fasse ici correctement. Ici au sommet des monts Nemba, à 1664 mètres d'altitude, on y voit les villages libériens et ivoiriens juste à côté. Les nuages, on est au même niveau, le fer sous nos pieds et l'air plus propre. Bon retour à Conakry, Alpha, on espère te revoir bientôt. En plus de sa mission d'éducation et de développement de la culture, l'UNESCO s'emploie désormais dans la protection de l'environnement. Afrique Guabé, dans la préfecture de Kindia, l'institution vient de lancer sa campagne Guinée verte. L'opération consiste à reboiser un domaine de 2 hectares et à réfléchir sur les stratégies de protection de l'écosystème. Reportage Samaratono. C'est la campagne de reboisement de 2 hectares à Africagbe dans la préfecture de Kindia. L'opération est baptisée Guinée verte. Elle mobilise les acteurs de l'environnement ainsi que les élèves et étudiants des clubs et écoles associés à l'UNESCO. Nous voulons tous une Guinée verte, feu de brousse, contre le déboisement. S'il y a donc une telle activité qui nous permet de regrouper les jeunes des écoles associées UNESCO, des clubs UNESCO et bien d'autres jeunes de la localité, afin de les inculquer ces notions fondamentales, afin qu'ils s'approprient que c'est par la vigilance de chacun de nous que nous allons sauver notre écosystème. En plus de sa mission d'éducation,
de développement de la science et de la culture, l'UNESCO compte désormais s'investir dans la protection de l'écosystème. Un objectif qui motive ces jeunes passionnés de l'environnement. Grâce à la déforestation, les eaux sont rares, il n'y a plus de pluie comme avant. Donc pour moi, quand on fait le reboisement, c'est un de plus pour l'environnement et c'est un de plus pour la pluviométrie. On a vraiment des problèmes. Si on ne se met pas et vite, nous aurons été responsables de l'avenir de nos enfants qui seront dans une situation ingérable, qui seront dans une situation insupportable. Donc, il ne faut pas venir en sapeur-pompier. C'est maintenant qu'il faut prendre toutes les dispositions pour essayer de reposer autant que c'est possible. Outre ces projets de reboisement, ces acteurs vont pendant une semaine réfléchir sur les techniques de sensibilisation des populations sur les dangers liés à la coupe abusive du bois et des feux de brousse. Tout a commencé par un grand carnaval. Cette fête va durer 3 jours. La quinzaine artistique s'est ouverte ce matin. Le mouvement est parti du centre culturel pour la Blue Zone de Kaloum. Honneur à la culture guinéenne pendant 48 heures. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre. Reportage Ousmane Bangora. Cette prestation marque ici à Conakry le début de la quinzaine artistique régionale 2015. Artistes et hommes de culture à travers leur département sont venus nombreux ce jeudi pour donner un cachet tout particulier à cette cérémonie. Et a pour objectif de développer et entretenir une culture de paix, d'amplifier la renaissance culturelle, de susciter et entretenir une conscience collective de tolérance et de pardon pour bâtir une véritable réconciliation entre tous les fils du pays. Il faut rappeler que sous la Première République, la culture avait une place de choix. Chaque collectivité, chaque établissement scolaire, chaque garnison militaire avait sa troupe artistique et son orchestre pour démontrer la valeur culturelle de notre pays dans son entité. Satisfait de cet engagement et de cette reprise des artistes de Guinée, le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana a réitéré le soutien de son gouvernement à toutes les créations de l'esprit. L'organisation de la quinzaine artistique régionale 2015 traduit la volonté du président de la République et les efforts du gouvernement pour placer la culture au cœur des enjeux socio-économiques de notre pays. La double thématique de la consolidation de la paix et la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola est d'autant plus d'actualité qu'elle constitue aujourd'hui l'une des préoccupations essentielles de notre pays. En Guinée, il est de tradition, de notoriété publique que les artistes ont été et sont de tous les combats pour que la Guinée se tienne debout et avance vers l'émergence. Cette rencontre du monde des arts et de la culture à travers le ministère en charge de la culture est une preuve éloquente de l'engagement des artistes à œuvrer pour une Guinée de paix et de stabilité. La présente semaine artistique et culturelle prendra fin le 5 septembre dans les 8 gouvernorats du pays. La célébration de la quinzaine à Zérekouré aussi. La préfecture connaît beaucoup de mouvements culturels. L'occasion surtout pour les jeunes de découvrir certaines facettes jusque-là très peu connues de leur patrimoine culturel. Notre envoyé spécial à Zérekouré, Cheikh Sankan, nous fait le point. Plusieurs disciplines sont inscrites au programme pour tenir en haleine le grand public durant 3 jours à la Maison des Jeunes de Zérekouré. Kapalougou, bienvenue en Zali. Un sentiment parfait, un sentiment de satisfaction, dans la mesure où toute la population de Zérekouré attendait ça. Lorsque l'annonce avait été faite, tout le monde n'attendait que ça. Aujourd'hui, vraiment, c'est un sentiment de fierté. Si pour la jeune génération, cet événement est un fait nouveau, pour les plus âgés, c'est un rappel de bons vieux temps. Beaucoup de joie, ça me fait rappeler les anciens temps. Toute une renaissance artistique, mais aussi un facteur de valorisation de nos mœurs et coutumes.
3 jours donc pour la quinzaine artistique. Vous retrouverez d'ailleurs dans l'entretien de Koloma Aboubacar Kamara avec le ministre de la Culture. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir. Des choses les plus concrètes qu'on puisse faire alors qu'elles ne se traduisent pas instantanément dans les projets concrets. Depuis la première conférence du Highway africain en 1997, cette réunion a grandi pour devenir la plus grande réunion annuelle des journalistes africains dans le monde. Le groupe MTN est l'un des sponsors de cet événement où des projets durables comme l'avenir des journalistes dans le monde médiatique est discuté. Là, ils ont un espace pour s'exprimer et expliquer tout ce qui va ou ne va pas et tout ce qui pourrait amener du changement. C'est donc au campus Road University de Grahamstown que se tient la conférence Highway Africa en prélude du sommet Africité qui doit se tenir au mois de novembre à Johannesburg et dont le but est de faire comprendre l'intérêt de décentraliser la gouvernance et l'intérêt de compter plus sur les communautés locales pour envisager de développer le continent africain. Des marins guinéens, on n'en connaît pas beaucoup. Cependant, ce soir, nous allons vous présenter 5 de nos frères qui font carrière dans cette filière. Bientôt, il y en aura d'autres puisque le gouvernement a décidé de former des marins pour des navires battant pavillon guinéen. Ansoumane Toumani Kamara. Nous allons revenir sur ce communiqué bien avant ce reportage. La direction générale de la Société électricité de Guinée EDG informe son aimable clientèle de Fouta que pour cause de travaux de réhabilitation des protections de la ligne haute tension Garafiri-Mamou, la fourniture de l'électricité sera perturbée du mercredi 2 au dimanche 6 septembre 2015 de 8h à 18h. Cette perturbation affectera les zones du système interconnecté au Fouta et plus précisément Mamou. La direction générale invite les populations des zones concernées à toujours considérer les installations comme sous tension afin d'éviter les accidents. La direction générale de EDG s'excuse d'avance pour les désagréments éventuels et sait compter sur votre compréhension habituelle. Nous allons revenir sur cet élément des marins guinéens. On n'en connaît pas beaucoup. Cependant, nous allons vous présenter ce soir 5 de nos frères qui font carrière dans cette filière. Bientôt, il y en aura d'autres puisque le gouvernement a décidé de former des marins pour des navires battant pavillon guinéen. Ansoumane Toumani Kamara. Devant le comité paritaire composé du syndicat des marins de Guinée, du ministère des Transports, 5 marins guinéens signent leur contrat d'engagement comme membres d'équipage de ce cargo battant pavillon guinéen et appartenant à la société Joliba Pêche. C'est le premier navire du pays à embaucher des nationaux dans son équipage. Ces marins-là doivent envoyer l'argent là en Guinée, ils ne vont pas à l'extérieur, ils sont mélangés, des marins proportionnels. Ils sont avec des Philippiens et des Ghanéens. Donc là, pourquoi je suis content? Parce que le monsieur qui est allé chercher ce marché-là, c'est un patriote. Depuis l'arrivée de monsieur le président de la République, monsieur le professeur Alpha Condé, je vois qu'il y a beaucoup de changements. Le comportement de quelques-uns de nos armateurs commence à être vraiment salutaire. Réduire donc le chômage dans le secteur du transport maritime et respecter le code de la marine marchande sont 2 engagements qui donnent désormais l'opportunité aux marins guinéens de mettre leur expertise au service du pays. Je travaille à Dakar. Bon, je suis venu ici, j'ai fait 5 ans presque. Je n'ai pas travaillé ici. Bon, ici c'était difficile. Parce que quand les navires viennent ici, les gens prenaient ses parents comme ça, n'importe quoi. Sauf lui seul, le directeur de ce navire-là, qui a commencé à prendre les Guinéens. Donc si toutefois, nous, on peut avoir beaucoup d'armateurs comme ça, ce serait bon pour nous aussi en Guinée. Ici. Notre motivation, c'est une motivation d'accompagnement de la politique du professeur Alpha Condé dans le domaine de la pêche. Et pour une absorption facile des marins sur le marché de l'emploi, la société Joliba Pêche a aussi élaboré un programme de stage pratique pour les diplômés et les apprenants de la marine.
Monimba et ses nombreuses ressources minières, la zone est classée, vous le savez, réserve mondiale. Alors comment concilier l'exploitation des richesses de la zone à la protection des espèces qui y vivent? La ministre de l'Environnement et son équipe sont sur le site pour évaluer les normes prises pour protéger la réserve de biosphère. Un compte-rendu de Mamadou Alpha Baldé. À l'horizon, les Monimba. Avec une superficie de 145 200 hectares, le site est classé réserve mondiale de biosphère et compte 82% des espèces animales du pays, dont les rares crapauds géants ou encore les chimpanzés de Bossou. Riches en minerais de fer, les Monimba attirent des sociétés. Le constat, c'est qu'il faut encourager d'abord les hôteliers, il faut leur dire merci. Parce que les premiers tours que nous avons eu à faire, d'abord cet hôtel n'avait pas commencé. Et les hôtels qui avaient commencé n'étaient pas à ce stade. Mais aujourd'hui, avec la rapidité à laquelle ces investisseurs se sont attelés, et mieux, ce qu'il faut aussi souligner et les remercier, c'est que malgré il y a eu Ebola en Guinée, mais ils n'ont jamais baissé les bras, ils n'ont pas arrêté les travaux, ils ont continué. Les 5 hôtels en construction à Conakry font partie des grands chantiers de la Troisième République. Le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme promet de renforcer le contrôle pour le respect de clauses de contrat de réalisation de ces infrastructures. Une mission de la République islamique d'Iran a été reçue par le Premier ministre guinéen. Les entretiens ont porté sur le renforcement de l'axe Conakry-Téhéran. Il a surtout été question de trouver de nouvelles pistes de coopération. Ousmane Bangora. Iranienne séjournant en Guinée. Objectif, explorer et diversifier de nouveaux domaines. C'est l'objet de discussion d'ailleurs entre le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana et Hussein Molla Abdullahi, directeur général du département Afrique au ministère des Affaires étrangères iraniennes. Jusqu'à maintenant, il y a plusieurs accords qui ont été signés pour la coopération entre nos deux pays. Certains sont exécutés, certains sont en train de réaliser. Et nous essayons d'identifier de nouveaux domaines de coopération entre nos deux pays. Les relations diplomatiques entre nos deux pays sont très fortes, un niveau très bon, et nous essayons de profiter de cette relation pour relancer et diversifier nos coopérations dans différents domaines économiques entre les deux pays. Le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana a salué le soutien du gouvernement iranien pendant la crise sanitaire en Guinée. Ce nouvel engagement de relance des grands accords devrait donc permettre aux deux pays de renforcer le transfert des expériences dans le domaine minier surtout. Direction les États-Unis avec la poursuite de la conférence mondiale des présidents de parlement. La Guinée prend part à ces travaux. L'honorable Claude Korikondiano était à la tribune pour décrire les avancées réalisées par Conakry en matière de bonne gouvernance. Le point avec notre correspondante basée à New York, Fatoumata Samora. Sont convoqués tous les 5 ans par l'Union interparlementaire. Ces assises réunissent autour d'une table les présidents d'Assemblée nationale du monde entier. La nouveauté de cette 4e édition, mettre la démocratie au service du développement durable. Face au défi de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, les Nations Unies se fixent de nouveaux objectifs liés cette fois au développement durable, ODD. Pour leur atteinte, l'implication des parlementaires est souhaitée. Et ce que lui attend des parlements nationaux, c'est que les parlements intègrent et font en sorte que leur exécutif intègre les 17 objectifs globaux au sein des programmes budgétaires et qu'à l'Assemblée, les parlementaires puissent privilégier les différentes cibles, chacun selon la réalité de son pays. À New York, pour apporter la contribution de la Guinée à la conférence mondiale des parlementaires, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de la pertinence des questions débattues. Le gouvernement guinéen a fait du respect de la Constitution une priorité pour les citoyens et tous les partis politiques. Les autorités ont encouragé la création des mouvements citoyens avec l'élargissement et le renforcement des capacités de la société civile. Pour un monde juste, équitable et apaisé, où le développement durable serait au rendez-vous, l'implication collective doit être de mise, un impératif bien compris par l'Union interparlementaire.
Comment mettre en œuvre un processus électoral? Les assistants techniques de la CENI sont en formation. Ils renforcent leur savoir sur la prévention des conflits électoraux. Le programme est financé et mis en œuvre par l'Union européenne. Saïdou Diallo. De formation a porté essentiellement sur comment bâtir des ressources en démocratie. Il a été dispensé aux assistants techniques de la CENI pour davantage renforcer leurs capacités en vue d'une meilleure gestion des activités du cycle électoral. C'est un module qui permet pendant 5 jours à des assistants techniques comme ceux qu'on a vus ici, de pouvoir s'enrichir et se former sur comment mettre en œuvre un processus électoral et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il y ait justement une prévention des conflits électoraux. La tâche revient comme la SMFG pour s'assurer du respect des normes environnementales pendant l'exploitation du site. Une délégation du département de l'environnement vient s'enquérir des normes prises par la société. We've put in a lot of control structures. Première mesure, c'est de faire le travail qu'on fait le plus petit possible. Deuxième chose, on a mis beaucoup de systèmes de filtrage en place, que les sédiments là, ça ne descend pas de la montagne. Donc la troisième, on fait beaucoup de maintenance sur la montagne, qu'on assure qu'on nettoie ce système et on fait la maintenance là-dessus. Donc on met en place aussi le parafeu, que le feu qui commence ailleurs, ça ne rentre pas sur la montagne. Donc finalement, les gens qui travaillent sur la montagne sont très bien formés. S'ils montent sur la montagne, il n'y a pas de déchets qui restent ici. Donc on espère faire le standard le plus élevé dans le monde. Une visite guidée a permis à la mission de toucher du doigt les réalités du terrain. Une montée de 14 km s'engage de la station de traitement d'eau en passant par les opérations de forage en cours. Tout est visité. Puis nous voici au bassin 3, signal du capitaine Saint-Péret à 1664 mètres d'altitude. Le point le plus élevé du monde est à 1751 mètres. La Société des mines de fer de Guinée a pris beaucoup de dispositions. Il y a des études très sérieuses qui sont menées et également il y a eu aussi un projet de conservation de la diversité biologique financé par le Fonds pour l'environnement mondial qui est parvenu aussi à des résultats très importants. Je pense que c'est pourquoi j'aime le dire que les monts Nimba, l'exploitation des monts Nimba en matière de fer représentera une grande expérience pour le monde entier. Et c'est pourquoi les efforts doivent être fournis pour que cette conciliation, protection de l'environnement et l'exploitation rationnelle des ressources minières se fasse ici correctement. Ici au sommet des monts Nimba, à 1664 mètres d'altitude, on y voit les villages libériens et ivoiriens juste à côté. Les nuages, on est au même niveau, le fer sous nos pieds et l'air plus propre. Bon retour à Conakry, Alpha, on espère te revoir bientôt. En plus de sa mission d'éducation et de développement de la culture, l'UNESCO s'emploie désormais dans la protection de l'environnement. Afrique Guabé, dans la préfecture de Kindia, l'institution vient de lancer sa campagne Guinée verte. L'opération consiste à reboiser un domaine de 2 hectares et à réfléchir sur les stratégies de protection de l'écosystème. Reportage Samara Tolno. C'est la campagne de reboisement de 2 hectares à Africagbe dans la préfecture de Kindia. L'opération est baptisée Guinée verte. Elle mobilise les acteurs de l'environnement ainsi que les élèves et étudiants des clubs et écoles associés à l'UNESCO. Nous voulons tous une Guinée verte, feu de brousse, contre le déboisement. S'il y a donc une telle activité qui nous permet de regrouper les jeunes des écoles associées UNESCO, des clubs UNESCO et bien d'autres jeunes de la localité, afin de les inculquer ces notions fondamentales, afin qu'ils s'approprient que c'est par la vigilance de chacun de nous que nous allons sauver notre écosystème. En plus de sa mission d'éducation, de développement de la science et de la culture, l'UNESCO compte désormais s'investir dans la protection de l'écosystème. Un objectif qui motive ces jeunes passionnés de l'environnement. Grâce à
à la déforestation. Les eaux sont rares, il n'y a plus de pluie comme avant. Donc pour moi, quand on fait le reboisement, c'est un de plus pour l'environnement et c'est un de plus pour la pluviométrie. On a vraiment des problèmes. Si on ne se met pas et vite, nous aurons été responsables de l'avenir de nos enfants qui seront dans une situation ingérable, qui seront dans une situation insupportable. Donc, il ne faut pas venir en sapeur-pompier. C'est maintenant qu'il faut prendre toutes les dispositions pour essayer de reposer autant que c'est possible. Outre ces projets de reboisement, ces acteurs vont pendant une semaine réfléchir sur les techniques de sensibilisation des populations sur les dangers liés à la coupe abusive du bois et des feux de brousse. Tout a commencé par un grand carnaval, cette fête. Au sommaire de cette édition, l'état des lieux des infrastructures hôtelières en Guinée. Celles qui sont en construction seront bientôt achevées. Les techniciens parlent d'un niveau de réalisation autour de 75%. Protection de l'environnement, l'UNESCO cible la préfecture de Kindia pour une campagne. Et puis les images que vous voyez tout à l'heure, c'est la quinzaine artistique. L'événement a lieu également à Zérékoré. Voilà pour les titres. Bonsoir. Pas de repos pour le président Alpha Condé après son séjour à Dubaï. Il est attendu demain à Koléa pour le lancement des travaux de construction d'un complexe hôtelier. Il doit ensuite se rendre dans la préfecture de Mali en plein cœur du Fouta Djallon. La venue du chef de l'État dans cette localité principalement agro-pastorale suscite beaucoup d'engouement. Sur le terrain, les populations sont impatientes. Ibrahim Keita. Alors toute la population de Mali mobilisée est franchement prête à recevoir son président de la République. C'est un honneur, une grande fierté. Nous souhaitons qu'il arrive dans de bonnes conditions et que la mission soit bien accomplie et qu'il se retourne dans de très bonnes conditions. On a la joie, on est très content de sa venue à Mali. Depuis qu'il s'est annoncé, on était vraiment content. On ne croyait pas qu'il allait venir parce qu'il y a longtemps qu'on a parlé qu'il vient, mais ça ne va pas être réalisé. Maintenant, aujourd'hui que c'est réalisé, on vous voit tous là, on sait que vraiment il va venir. On est réconforté. On est très content de lui. Les actes qu'il va poser depuis qu'il est au pouvoir, nous on le voit. Et à Mali, ici, on le voit ailleurs. Partout où il va, moi je le suis très bien, de pas à pas. Ce qu'il a fait à l'intérieur, tout ce qu'il a fait à l'intérieur, je connais. Et tout ce qu'il est en train de faire à l'extérieur, toutes les rencontres qu'il fait là-bas, j'ai ma radio, j'ai ma télévision, je lui suis de près. Donc je suis très content de lui d'abord, ensuite je suis très content de ce qu'il est en train de faire. C'est un plaisir pour nous de le recevoir. Nous l'attendons et nous nous préparons en conséquence. Je crois que tout le monde, la population, tout le monde est informé qu'il viendra. Et nous sommes joyeux, très joyeux de le recevoir ici, à Mali. Et puis ce communiqué DDG pour informer son aimable clientèle du Fouta que pour cause de travaux de réhabilitation des protections de la ligne haute tension Garafiri-Mamou, la fourniture de l'électricité sera perturbée du mercredi 2 au dimanche 6 septembre 2015 de 8h à 18h. Cette perturbation affectera les zones du système interconnecté au Fouta et plus précisément Mamou. La direction générale invite les populations des zones concernées à toujours considérer les installations comme sous tension afin d'éviter des accidents. La direction générale DDG s'excuse d'avance pour les désagréments éventuels et sait compter sur votre bonne compréhension habituelle. La Guinée est en plein chantier en matière d'infrastructures hôtelières. Certains complexes sont presque en phase de finition. En tout cas, tous les travaux de gros œuvres sont terminés. Sur l'ensemble des hôtels en construction, on estime les travaux à 75%. Les autorités du ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie se disent satisfaites. Aziz Baldé. La visite de terrain commence à quitter par l'hôtel Sheraton. Un hôtel 5 étoiles de 282 chambres avec sa salle de conférence de 800 places. Ce chantier est aujourd'hui avancé. La journée d'aujourd'hui est une journée unique
Et puisque nous-mêmes qui travaillons au ministère du Tourisme, nous n'avons pas toujours l'opportunité de descendre sur le terrain pour voir un peu les résultats de notre action. Je crois que je suis très comblé et satisfait donc, de ce que j'ai vu aujourd'hui. Tant au niveau des réalisations que de la performance des sociétés, n'est-ce pas, donc, qui sont sur le terrain. De Kipé, direction Koléa. Sur cette place est prévu un hôtel 4 étoiles de 140 chambres. Les travaux seront lancés ce vendredi par le chef de l'État. La société contractante promet un bel ouvrage. Plus loin, au cœur du quartier administratif et économique de la capitale, l'hôtel Kaloum. Le plus grand hôtel du pays avec ses 300 chambres. Très rassuré, le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme poursuit son marathon à l'hôtel Niger, également en forte progression. L'hôtel Moum est la dernière étape de cette tournée. Situé au bord de la mer, cet autre futur fleuron du tourisme guinéen est à plus de 75% d'exécution. On arrive dans les travaux de finition, c'est-à-dire la plomberie, le câblage, l'électricité, le Wi-Fi, l'Internet. Tout ça, ce sont des travaux qui sont minutieux, qui sont assez lents, surtout parce qu'il ne faut pas se tromper. L'électricité, la plomberie, ce sont des choses très importantes dans l'hôtel. À ces assistants techniques pour mettre en pratique la formation qu'ils ont suivie ici, pour que nos démembrements aient un appui très sérieux à partir de cette formation. Et au cours des 5 jours qu'a pris cet atelier, plusieurs thèmes portant sur les normes internationales Bridge, notamment le cadre de transparence, la sécurisation du vote, la remontée des données et le règlement des contentieux ont été largement abordés. Les assistants des démembrements qui viennent de bénéficier de cette formation, je leur demande de bien vouloir garder la mémoire fraîche afin qu'ils puissent aborder cette dernière phase avec nos démembrements qui va leur permettre de maîtriser le processus électoral. Ces assistants, au nombre de 38, auront désormais pour tâche d'appuyer les différents démembrements à travers tout le pays. Toute chose qui concourt à qualifier le processus en cours. La présidentielle, justement, Amnesty International appelle les forces de sécurité de Guinée à faire preuve de retenue. L'institution estime que les forces de l'ordre doivent être des barrières de protection pour et non contre les citoyens. Marie-Angélique Bangoura. À l'approche de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, une mission d'Amnesty International est en Guinée. Au cours de cette rencontre avec la presse, la mission a exposé sur le respect des droits humains et le rôle des forces de sécurité durant la période électorale. Il est important maintenant que des actions soient prises pour assurer que les gens aient un droit à la réunion pacifique à l'approche des élections. Cette institution des Nations Unies lutte pour le respect des droits humains. Pour une élection réussie en Guinée, Amnesty International invite les autorités, les candidats et les forces de sécurité à créer les conditions propices à la libre participation de chaque citoyen au processus électoral. Il y a des mesures qui ont été prises, des mesures législatives par le gouvernement de Guinée qui ont permis un progrès, mais nous estimons quand même que ces lois comportent des lacunes et à court terme. À long terme, quand un nouveau gouvernement sera là, il faut que des mesures législatives très fortes permettent la protection de ces libertés fondamentales dans la durée. À rappeler que le 3 septembre dernier, Amnesty International a publié un rapport qui décrit le processus électoral en Guinée. Il y a eu plus de peur que de mal. Le ministre de la Communication, victime d'un accident de route, entame déjà sa phase de convalescence. Il est certes toujours alité, mais il va beaucoup mieux. Abidjan. Mais le moral haut. Le ministre de la Communication a la vie sauve suite à un accident de la route d'une rare violence. Dans ces produits sur la nationale Bofa-Boké, la voiture est endommagée, mais aucune perte en vie humaine. Le ministre Makanera est le passager le plus affecté par l'accident. C'est à 15 km après Bofa que le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule. Le véhicule s'est renversé, nous avons fait 2 fois le tonneau. Un jour après les premiers soins, le ministre prend force. Le corps médical est rassurant sur son cas.
Donc, le véhicule a juste fait un tonneau et M. le ministre n'a pas eu de lésions dramatiques. Donc nous rassurons le peuple, le Guinée, que son Excellence va très bien. Il a juste la douleur, puisque c'est un état traumatique. Donc la douleur va persister pendant quelques jours et nous comptons probablement le libérer en fin de semaine. Épuisé par le choc, le ministre de la Communication aura droit à un petit repos de quelques jours. Afrique du Sud, des journalistes africains planchent sur l'impact de la presse sur les activités politiques et sociales. Cette conférence se propose de démontrer que les médias sont d'un grand apport dans le développement des villes. La Guinée prend part à ces travaux. Makali Soumar. Au total, 450 journalistes, analystes, chroniqueurs et éditorialistes à être à Grahamstown au compte de cette 19e réunion annuelle des journalistes africains. Les médias sont essentiels, ce sont même les porte-voix des opinions. Mais la non-connaissance de la réalité des villes et surtout de leur gestion conduit souvent aux mésententes. D'où le choix cette année du thème « Journalisme et ville ». Pour que l'eau coule au robinet chaque jour à Conakry, il faut qu'on les planifie 20 ans auparavant. Or, quand il n'y a pas d'eau, les gens disent mais il faut mettre de l'eau tout de suite. Eh bien, on veut faire comprendre aux médias que la planification urbaine fait